Bonjour à tous les amis. Alors aujourd'hui, bienvenue dans ce 21e épisode. On va continuer donc la formation Lightroom avec cette troisième partie Lightroom qui va d'ailleurs certainement être scindée en deux parties. Donc vous aurez la première partie aujourd'hui et puis la deuxième partie mercredi prochain. Donc aujourd'hui on va se consacrer au développement des photographies. On va d'abord présenter le module développement. Je pense que le développement à part entière apparaîtra plus la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, en tout cas, on va se consacrer au module développement. Je vais bientôt disparaître puisque je vais avoir besoin de la totalité de mon écran. Donc, je vais faire cette vidéo en voix off. Hein. La petite vignette va disparaître d'ici quelques instants. N'oubliez pas aussi de vous abonner. Vous pouvez cliquer sur les petites icônes qui clignotent actuellement. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi me retrouver sur la page Facebook. Vous pouvez me retrouver sur le site brutdecapteur.fr et vous y avez accès directement en cliquant sur ces petites icônes que vous retrouvez maintenant sur toutes mes vidéos. Vous commencez à être habitué. Allez, c'est parti. Alors, le module développement est accessible ici dans le sélecteur de modules. Alors, je vous rappelle un raccourci intéressant. Maj plus Tab nous permet de remettre tous nos volets ou de les enlever. Donc voilà, je les remets, je les enlève. Donc je vais remettre tous les volets pour vous présenter ce module développement. À gauche, on retrouvera, comme d'habitude, les onglets de gestion. À droite, les outils, donc les outils du module développement, avec au centre, comme d'habitude également, une zone d'affichage, on va dire. On a toujours notre sélecteur de modules qui, bien sûr, est en haut, et notre film fixe en bas. Sans oublier, bien évidemment, notre barre d'outils que l'on peut enlever ou remettre avec la touche T. Je me remets en plein écran, histoire d'avoir un petit peu plus de place. Donc on va commencer par ce qu'il y a à gauche. Les onglets donc de gestion. Ici, l'onglet navigation, c'est comme on en a déjà parlé, donc je ne vais pas trop me pencher là-dessus. Vous avez vu qu'on pouvait, dans l'onglet de navigation, directement aller chercher la zone de l'image qui nous intéresse. Je vous rappelle les touches aussi, très pratiques. Les touches Maj plus 6 de votre pavé numérique. Alors ça marche toujours. Donc Maj plus 9, pardon, Maj plus 3, Maj plus 6 et Maj plus 4 qui vous permettent de passer d'une zone à l'autre tout en allant, voilà, pour pouvoir balayer votre photographie. Donc ça peut être très pratique si vous cherchez une poussière par exemple ou que vous voulez balayer toutes les zones de votre image de manière méthodique en passant à la suivante à chaque fois. Donc ça c'est super pratique et ça permet de n'oublier aucune zone de l'image. Voilà, c'était le petit aparté. De toute façon, ne vous inquiétez pas, on va faire une vidéo bonus avec tous les raccourcis Lightroom. Donc voilà, on reprendra tous les raccourcis, toutes les petites astuces, mais ce sera dans la vidéo bonus qui sera accessible bien sûr que aux abonnés et aux gens qui m'en font la demande. Donc dans ces onglets de gestion, on va retrouver les paramètres prédéfinis. Donc ici, on a une liste de paramètres prédéfinis. Et puis, quand on passe sur cette liste, on voit que l'onglet navigation nous affiche la photographie une fois qu'elle aurait reçu ce paramètre prédéfini. Donc ici, par exemple, on pourrait utiliser le paramètre prédéfini photo vieillie. Et on le voit ici, on a des paramètres qui sont, on va dire, mis en place. En sachant qu'un paramètre prédéfini ne constitue pas en soi une solution pour une photo, ou en tout cas très rarement. Mais ça peut constituer une base de travail. Donc n'hésitez pas de temps en temps à regarder ce que pourrait donner votre photographie avec un paramètre prédéfini. Nous pourrons, dans ce cas, par exemple, dans le cas de notre photographie, rajouter un peu de grain, par exemple dans l'onglet effet. On va aller rajouter du grain, voilà, pour accentuer un petit peu cet effet photo vieillie, on va dire. Et puis, on va aller utiliser l'effet vignettage pour renforcer, renforcer un peu l'effet vieilli de notre photographie. Alors, pourquoi j'ai fait ces réglages? Parce que ça va m'amener à vous parler de l'onglet instantané. L'onglet instantané permet de créer des instantanés, comme son nom l'indique. Lightroom va donc enregistrer les paramètres de votre photographie à un instant T. Vous pouvez, lorsque vous utilisez la fonction avant-après, coller un instantané dans la photo avant, ce qui va vous permettre de savoir si un réglage est opportun ou pas, si c'est cohérent ou pas. Et pour ça,
eh bien, on va en faire la démonstration. Dans notre historique, ici, on voit eh bien, que j'ai ajouté du grain, puis derrière, j'ai réajusté mon vignetage. Eh bien, on va voir qu'en faisant un instantané, donc à l'étape niveau de grain, donc on va l'appeler niveau de grain par exemple, voilà, créer. On le voit ici dans l'onglet instantané, on a créé un instantané qui s'appelle niveau de grain. Et lorsqu'on est ici dans la fonction avant-après, qui est accessible grâce au raccourci Y, eh bien vous pouvez en faisant clic droit puis copier les paramètres à la photographie avant, et bien évidemment dans l'historique on se remettra au maximum, donc à la dernière étape, et on le voit ici dans notre fonction avant-après, on n'a plus donc ici à la photo d'avant la photo initiale, mais la photo juste avant le dernier réglage qui était donc le vignetage. Et on le voit ici, on a les mêmes photographies, mais par contre, alors je vais peut-être l'agrandir un petit peu, vous le verrez mieux, et on voit ici qu'on a la photographie avec le vignetage autour, et ici on a la photographie sans le vignetage. Et donc ça peut être pratique, l'instantané, notamment pour faire ce genre de choses. Mais sachez que voilà, ça permet à Lightroom d'enregistrer des photographies à un instant T, ou en tout cas d'enregistrer leurs paramètres. Voilà, l'onglet collection, je ne vous en parle plus, hein. Je pense que je vous ai assez saoulé avec ça. En tout cas, eh bien, on va retrouver l'onglet collection dans ce module développement, donc pas de souci là-dessus. On va retrouver donc à droite tous les outils donc, de développement. Vous connaissez le premier panneau, il s'agit bien sûr de l'histogramme, on en a déjà parlé. Alors cet histogramme va reprendre, on le voit ici, les noirs, les ombres, l'exposition de manière générale, on va dire, les hautes lumières et les blancs, en sachant que, bien évidemment, vous pouvez jouer directement à l'intérieur de votre histogramme pour, eh bien, voilà, traiter votre photographie. Je vous le déconseille, c'est un petit peu gadget, et personnellement, j'ai d'autres méthodes. On va ici retrouver donc l'outil recadrage, l'outil suppression des défauts, l'outil anti-yeux rouges, l'outil filtre gradué, l'outil filtre radial et enfin le pinceau de retouche. Et vous avez bien évidemment quand vous passez dessus les raccourcis, donc c'est très pratique. R, Q, les yeux rouges n'ont pas de raccourci, la touche M pour le filtre gradué, enfin la touche Maj plus M pour le filtre radial et la touche K pour le pinceau de retouche. Bon, pour être honnête, ça va assez vite d'aller cliquer dessus, donc pas forcément besoin toujours de ces genres de raccourcis. Mais voilà, sachez qu'ils existent. Ensuite, dans l'onglet réglages de base, eh bien ici on va avoir tous les réglages de base d'une photographie, donc l'exposition, les contrastes, les hautes lumières, vibrance, saturation, etc. On va revenir là-dessus. L'outil courbe des tonalités vous permet, comme dans Photoshop, d'utiliser l'outil courbe pour modifier votre photographie. Par exemple, ici, je pourrais rajouter un peu plus de contraste en tout simplement faisant une petite courbe en S. Voilà, donc ici, c'est absolument dégueulasse, puisqu'on n'avait pas besoin de ça. Et puis, on va double-cliquer dessus, sur nos points, pour faire en sorte que ça ne s'applique plus. L'onglet TSL, donc teinte, saturation, luminance, qui va reprendre donc tout ce qu'on vient de dire. Donc les teintes, on va pouvoir jouer sur nos teintes, sur la saturation de nos couleurs et sur la luminance de nos couleurs. On va ici retrouver dans l'onglet noir et blanc notre mélangeur de couleurs, notre mélangeur de couches. Et donc on va pouvoir jouer en noir et blanc sur justement nos couches de couleurs. L'onglet détail ici vous permettra de renforcer la netteté de vos photographies et aussi réduire le bruit de luminance et de chrominance dans vos photographies. L'outil correction de l'objectif va reprendre donc tout ce qui est correction de l'aberration chromatique, enfin des aberrations chromatiques et aussi de la distorsion. On expliquera un petit peu ce que c'est que tout ça et comment on s'en sert. Et puis, alors voilà, je réduis. Je suis pas en mode solo là, ça va pas ça? Alors mode solo, voilà, comme ça, c'est plus pratique. Et dans l'onglet effets, vous l'avez vu tout à l'heure, on va pouvoir mettre du vignetage, pouvoir régler ce paramètre, son contour progressif, le fait qu'il soit diffus ou pas, etc., etc. Et le grain, donc on va pouvoir donc appliquer du grain à nos photographies. Et enfin, l'onglet étalonnage de l'appareil photo permet de gérer le processus Lightroom, mais aussi les profils DCP. Alors pour faire simple, si on veut, c'est un petit peu l'équivalent du menu Picture Control pour Nikon.
donc qu'il y a dans les boîtiers réflexes, à savoir c'est le menu qui va vous proposer tel ou tel rendu pour vos fichiers RAW et qui peut être donc neutre, saturé, vous avez tous les trucs possibles, paysage, etc., etc. Donc ce menu est très important et je dirais presque que c'est le premier réglage à prendre en compte car c'est en fonction de ce profil que vous allez commencer à travailler. En gros, c'est là-dessus que vos couleurs vont prendre leur base. Alors ici, on le voit, c'est absolument n'importe quoi puisque eh bien, j'ai utilisé un paramètre prédéfini photo vieillie qui est venu me bousiller ma photographie. Enfin bon, voilà, peu importe. Donc voilà, on voit que eh bien, ici, on va pouvoir jouer sur nos teintes, sur les teintes, donc sur nos verts primaires, sur nos rouges primaires, sur nos bleus primaires, etc. Et donc voilà, on va pouvoir utiliser aussi des profils. Et c'est là que c'est important. On va aussi pouvoir utiliser différents processus. Alors le processus, je vous conseille toujours d'être dans le processus actuel. Le processus actuel, c'est le dernier processus et c'est celui qui est le meilleur, en règle générale. Et on va finir donc cette présentation du module bibliothèque par la touche T, donc notre barre d'outils, vous vous rappelez. Donc ici, on n'a plus accès au module grille, ni au mode comparaison, ni au mode ensemble qu'on pouvait retrouver dans le module bibliothèque, mais vous avez vu qu'on a la possibilité ici eh bien, d'avoir le mode d'affichage avant-après. Je vous rappelle aussi que vous avez différentes façons de l'afficher. Vous pouvez les afficher de différentes manières. Bon, je vous conseille celle-ci, même si elle prend plus de place, elle est quand même plus efficace en règle générale. Vous avez différents modes d'affichage. On les retrouve d'ailleurs ici. Ensuite, vous retrouverez donc vos marqueurs, les étoiles, les libellés de couleurs, tout ça, c'est pas très utile de vous rappeler tout ça. Vous avez votre jauge de zoom qui va vous permettre d'adapter votre niveau de zoom à la façon dont vous allez travailler dans votre image. Alors pour traiter une photo, on va commencer dans l'ordre logique et la première chose à se soucier, si l'on veut être rigoureux, c'est l'étalonnage de l'appareil photo. Donc on l'a vu ça tout à l'heure, on vient de voir ça à l'instant. Le mieux est d'utiliser un profil personnalisé. En effet, le profil proposé de base par Lightroom est le profil Adobe Standard que l'on voit ici. Alors, je vous conseille, à moins d'être un expert en colorimétrie, de ne pas trop toucher à cet onglet et de rester donc sur le profil DCP Adobe Standard. Même si je sais que je vais me faire encore des ennemis en disant ça, c'est pas grave. Il se trouve que Adobe Standard, ce n'est pas un très bon profil DCP. Mais en tout cas, dans la liste, c'est sans aucun doute le meilleur. Donc, c'est pas le top, mais en tout cas, ça vous permettra de limiter la casse. Donc, restez en Adobe Standard. Dans un second temps, vous utiliserez ma technique qui consiste à modifier le profil DCP standard en essayant d'obtenir un rendu qui vous plaît. Donc, je vais faire une bêtise, mais par exemple, je vais rajouter un peu de rouge, je vais enlever un peu de vert, voilà. Donc, je fais mon réglage. Puis, eh bien, dans paramètres prédéfinis ici, eh bien, je vais ajouter un paramètre prédéfini dans lequel je garderai absolument rien sauf la version du processus et l'étalonnage de l'appareil photo. La version du processus, c'est ça ici. Donc processus, vous mettez-vous toujours dans le plus récent. Donc ici, on est dans le processus 2012, donc processus actuel. Et ici, donc, vous garderez que ces deux petites cases cochées. Et en fait, vous importerez ce paramètre prédéfini à l'importation de vos photographies. Et donc, dans le module bibliothèque ici et dans le module d'importation, et dans appliquer pendant l'importation, ici, dans paramètres prédéfinis, vous irez dans User Preset. Alors, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été traduit en français. Dans l'autre module, ça s'appelle paramètres prédéfinis de l'utilisateur. Il n'y a pas de souci. Et ici, User Preset, vous allez dans Profil DCP personnalisé. C'est comme ça que moi, je l'avais appelé à l'époque. Donc, voilà. Et on le voit ici, dans les paramètres prédéfinis. Donc, je vais repasser dans le module développement. Dans les paramètres prédéfinis, ici, on voit que j'ai Profil DCP personnalisé. Et c'est bien dans Profil prédéfini de l'utilisateur, qui est traduit par User Preset. Donc voilà, je vais quand même me mettre en mode solo. Et voilà, donc vous voyez que dans l'onglet Paramètres prédéfinis de l'utilisateur, on a bien un profil qui s'appelle Profil DCP personnalisé. Alors c'est à vous de le créer bien sûr, hein, vous ne l'aurez pas celui-là dans les paramètres prédéfinis de l'utilisateur. Et vous avez compris comment on faisait, tout simplement en appuyant sur la petite plus. Ici vous
désélectionnez absolument tout. Alors, quand vous désélectionnez tout, il vous conserve quand même la version du processus, ça c'est obligatoire. Et vous rajoutez l'étalonnage de l'appareil photo. Et là, vous aurez quelque chose d'un peu plus précis. Maintenant, ne touchez pas trop à ça dans un premier temps. Pourquoi? Parce que pour faire ce genre de choses, il faut quand même avoir des notions de colorimétrie et avoir un appareil photo bien étalonné et aussi un écran qui soit bien calibré également pour être sûr que ce que vous affichez à l'écran, c'est les vraies couleurs. Donc, dans un premier temps, ne touchez pas trop à ça, restez en Adobe Standard, et puis dans un second temps, vous ferez ça. Et dans un troisième temps, lorsque vous serez des experts de la colorimétrie, vous créerez vous-même vos propres profils DCP grâce à des logiciels et vous les incorporez dans la liste des profils proposés par Lightroom. Donc, en le mettant dans le bon dossier. Pour cela, je vous montre rapidement. Donc, il faut aller, si vous êtes sous Windows, forcément, eh bien, dans Ordinateur, c'est puis Programme, Adobe, Lightroom 5, Lightroom, je suis sous Lightroom 6 en plus, je ne sais pas pourquoi je dis Lightroom 5. Puis ensuite, vous irez dans Ressources, et enfin Camera Profiles, et ici dans Caméra, eh bien, vous retrouverez votre appareil photographique forcément. Donc pour ma part, je suis sous un D800, donc je clique dessus, et ici, on voit qu'on a la possibilité d'y mettre un profil DCP. Il n'y a encore pas si longtemps que ça, j'utilisais un profil DCP que j'avais trouvé sur le net pour le D800. Donc, il était dans cette liste, mais je l'ai supprimé parce que je trouvais que c'était un profil que quelqu'un avait fabriqué. C'est pas moi qui l'ai fait, donc j'étais pas très satisfait du résultat. Donc, j'ai fini par l'enlever. Mais sachez que ça fonctionne. Il suffit de le créer, de le mettre ici. Et puis, vous aurez accès à ce profil dans la liste ici. Donc, on retrouve les mêmes d'ailleurs, hein, landscape, neutral, portrait, standard, vivid, etc. Mais dans un premier temps, restez sur Adobe Standard. Ça, c'était pour la première chose. L'étalonnage de l'appareil photo, on n'en parle plus, c'est fini. Ensuite, on va parler du recadrage. Alors pourquoi je vous parle du recadrage dans la suite logique? Eh bien, parce que c'est la première chose que je fais sur mes photographies. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est pas forcément logique. Et c'est vrai. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a, on va dire, deux écoles à cela. En règle générale, il y a les gens qui vont faire le cadrage en premier dans leur photographie et ceux qui le feront au contraire à la toute dernière étape. Pourquoi? Eh bien parce que si vous recadrez une image, alors dans Lightroom, ça ne pose aucun souci. Puisque lorsque vous recadrez une image, mais que vous faites des réglages dans cette image, on le voit, les réglages s'appliquent à toute l'image sans exception. En revanche, si vous passez votre photographie par la suite dans dans Photoshop, et que vous réimportez donc un TIFF, on l'a vu ça déjà, et que vous avez fait un certain nombre de modifications, vous ne pourrez plus revenir en arrière sur votre cadrage. C'est fini. Alors que si c'est la toute dernière étape que vous faites, eh bien vous pourrez à tout moment revenir sur votre cadrage. En revanche, pour ma part, eh bien le cadrage, c'est quelque chose que je gère en tout premier. Donc, moi je vais vous montrer le recadrage. Le recadrage, c'est très simple. Vous avez ici la possibilité d'afficher différentes grilles avec la touche O. Donc, on va retrouver la courbe de Fibonacci, nos triangles d'or et différentes grilles, notamment une grille très serrée pour tout ce qui est vertical, pour pouvoir avoir des repères verticaux et horizontaux. Je pense notamment à toutes les personnes qui vont faire de la photographie d'architecture ou ce genre de choses. Quand on a des verticales droites, cette grille, par exemple, va pouvoir nous aider. Donc, O pour changer la grille, voilà. Et majuscule plus O pour en changer l'orientation. Donc ça, pas de souci. Pour ma part, j'utilise quasiment que la règle des tiers. Donc elle est préconfigurée comme ça dans mon Lightroom. Je ne sais pas si c'est votre cas. Mais en tout cas, en règle générale, c'est ce qui est préconisé. Vous avez l'onglet Aspect qui, lui, va vous permettre tout simplement d'aller chercher une sélection et d'utiliser cette sélection comme recadrage. On a ici la possibilité de régler le format. Je peux par exemple lui dire que je veux quelque chose de carré, 1 x 1 par exemple, ou quelque chose au contraire au format 4/3 pour respecter un petit peu le capteur d'un petit appareil photo, ou 2/3 pour le plein format ou la PSC, ou encore tout type de format comme le 16/9
Alors, la touche X nous permettra de passer dans l'autre sens à chaque fois. Donc là, le 16/9 a quand même un peu plus de sens sous le format euh, horizontal, on va dire portrait. Voilà, par exemple, on pourrait faire un cadrage un peu dans ce style-là, au plus court, au plus près. Voilà, donc format 16/9 que j'utilise de plus en plus. Le petit cadenas vous permet de, de régler la proportion entre la hauteur et la largeur. Donc c'est simple, quand vous êtes verrouillé, la hauteur, le rapport hauteur-largeur est verrouillé. Et lorsque vous déverrouillez, vous pouvez, on va dire de manière indépendante, jouer sur votre hauteur et votre largeur. Clairement et simplement, je vous conseille de rester verrouillé. C'est la touche A d'ailleurs, le raccourci. Vous voyez, quand j'appuie sur A, ça verrouille, ça déverrouille, etc., etc. Et on a même la possibilité de rentrer quelque chose de vraiment personnalisé. Je vous donne un exemple, vous avez besoin de faire une bannière Facebook, eh bien vous allez pouvoir faire un recadrage pour avoir une bannière Facebook. Alors je ne sais pas à combien on est sur une bannière Facebook par exemple, ou sur une bannière YouTube, mais on pourrait par exemple même rentrer des pixels en disant, moi je veux quelque chose qui représente, on va dire, je vais dire une bêtise, mais allez, on va mettre 1280 par 720, donc ça c'est le HD par 720, voilà. Et là, j'ai donc un format 16/9, puisque 1280 par 720, c'est un format 16/9, et c'est le format HD Ready, on va dire. Donc voilà, vous avez la possibilité de faire quelque chose de personnalisé aussi, si vous avez besoin par exemple de faire une bannière Facebook, une bannière YouTube, etc., etc. Je pense que j'ai fini. Donc on va rester sur le format original, qui est un format 2 tiers, puisque c'est un plein format que j'ai, donc un capteur 24 par 36. Donc 24 par 36, c'est 2 x 3, c'est 2 tiers. Vous avez le format carré, on les a tous vus, etc., etc. Vous avez un outil très sympa qui s'appelle ici le petit niveau, qui en fait est l'outil angle, donc pardon, excusez-moi, qui vous permettra de redresser un horizon. Donc imaginez que j'ai un horizon ici et que mon horizon ne soit pas très droit. Eh bien, si je vais redessiner mon horizon, donc sur l'horizon en question, eh bien, quand je reclique, eh bien, il va me redresser mon image. Donc ça, c'est très pratique lorsque vous avez l'horizon qui n'est pas très droit dans une photo. Alors, je sais que ça vous arrive jamais parce que vous êtes des machines de guerre en composition maintenant que vous avez suivi ma vidéo sur la composition. Sauf que dans la théorie, c'est comme ça, et dans la pratique, on se rend compte que nos horizons sont jamais droits. Donc voilà, donc outil très pratique et très rapide. Donc vous tirez un trait, ça vous refixe l'horizon, et voilà. Je pense qu'on a tout vu sur l'outil recadré. J'en ai pas parlé, mais ça me paraît évident. Ici, vous avez la possibilité de gérer votre taille, mais aussi de tourner. Et vous voyez, vous pouvez effectivement tourner votre photographie pour redresser vos parallèles. Et on le voit ici, dès qu'on affiche la petite flèche de rotation, on a la grille resserrée qui apparaît et qui nous permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus précis, des repères, on va dire, verticaux et horizontaux. Il se trouve que, en fait, vous jouez là-dessus, on l'a vu, notre petite jauge évolue, et en fait, en utilisant cette jauge, ça fonctionne aussi. Et lorsque vous double-cliquez dessus, vous repartez à 0, donc vous restez sur une valeur de 0 degré. Et voilà, c'est fini pour l'onglet recadrage. Si ça t'a pas suffi, tu peux retrouver les épisodes précédents et aussi t'abonner.